Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et la vague des mouvements de mobilisation a-t-elle commencé? Les taxis donc étaient reçus par François Bayrou au ministère des Transports, les taxis en colère. Charlotte Dornelas, les agriculteurs aussi se mobilisent à partir de lundi. On sait qu'il va falloir faire des économies. 40 milliards, François Bayrou a affiché la facture. Il va falloir qu'on fasse tous des efforts substantiels. Le problème, c'est qu'on a un petit souci en France, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande à un secteur de faire des économies, ça grince, ça couine, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand vous demandez à des secteurs qui font déjà des efforts depuis des années et que vous n'en faites pas vous, à savoir l'État. Ça devient très compliqué, c'est sûr, de demander ces efforts-là et surtout de le justifier en disant il faut bien que tout le monde fasse des efforts. Et on a envie de dire montrez-nous l'exemple. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, là, vous avez parlé en effet des taxis. Alors la question se pose en effet sur les transports médicaux. Alors il y a évidemment des abus. Remettre en cause la règle, c'est compliqué dans le détail. Il y a des gens qui ont véritablement besoin de ça. Donc à voir comment ça va se décliner. Après, la question des agriculteurs, en l'occurrence, c'est pas du tout une question économique. Rien à voir. Là, c'est une question de idéologique, en fait, de rapport à l'agriculture, à l'avenir de l'agriculture et à ce qu'elle représente aujourd'hui. Et en l'occurrence, la colère, elle se porte sur le fameux texte qu'attendent les agriculteurs. Mais c'est l'accumulation des colères qui m'interroge. C'est pas sur le fond, effectivement, des dossiers, mais c'est l'accumulation des colères. Ça commence à gronder. C'est tellement d'années qu'on dit ça que... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous êtes sereine? Non, mais moi, honnêtement, je suis plus inquiète encore par la résignation en France et la résignation qui est extrêmement contagieuse ces derniers temps. Je vois beaucoup plus de gens découragés, désespérés devant la situation que de gens en colère. Il y a quelques années, on voyait beaucoup de gens en colère, mais la colère, c'est encore une pulsion de vie, notamment quand elle s'exprime par le biais des outils qui sont prévus pour ça dans le processus démocratique. Il y a eu d'ailleurs un retour aux urnes, souvenez-vous, aux dernières européennes, il y avait eu un retour aux urnes, même aux législatives, et il y a depuis, je trouve, une résignation qui est, à mon avis, beaucoup plus inquiétante encore qu'une colère qui s'exprime intelligemment, qui s'exprime à l'égard des hommes politiques. Donc, après les colères qui s'additionnent, c'est indiscutable. Le sentiment d'abandon, d'injustice extrêmement confus, mais extrêmement bien répandu dans la population, est également inquiétant. D'autant plus que à ça, le spectacle politique qui est offert, c'est quand même vraiment régulièrement celui de l'impuissance. Oui, mais là on peut pas faire grand-chose. Oui, mais là il faut être patient. Oui, mais là on sait pas très bien par où commencer. Oui, mais là on va convoquer un conseil de défense qui répondra au conseil de défense qui a demandé un rapport et qui provoquera un rapport. Bon, on n'en peut plus en fait de l'accumulation des rapports et des conseils de défense, ni des discussions interminables dans le bureau du Premier ministre, quel qu'il soit, puisque les premiers ministres succédant au Premier ministre et les réunions succédant aux réunions, à la fin, on a quand même des professions qui, chacune leur tour, on va dire, viennent exprimer un message qui est relativement clair. Donc on finit par se demander, en effet, pourquoi le politique n'est pas capable de répondre à certaines questions. Par exemple, sur l'agriculture, il y avait une forme de consensus sur certains sujets, notamment la seule et la simple question de la surtransposition des normes européennes. Oui, c'est ça. Vous savez, en gros, il y a déjà beaucoup de normes, et en plus, la France en rajoute à celles qui sont déjà obligatoires au niveau européen. Résultat, non seulement les agriculteurs français ont des normes pires qu'ailleurs dans le monde, mais encore pire qu'ailleurs en Europe. Donc évidemment, ils peuvent pas s'en sortir. Sur cette question, il y avait un relatif consensus, moins quelques parlementaires, notamment à l'extrême gauche de l'échiquier, mais il y avait un relatif consensus. Même là-dessus, on n'y arrive pas, ça fait 1 an et demi que ça dure. 1 an et demi que ça dure. Donc là, et vous avez en effet la ministre en l'occurrence, le président de la République qui explique que oui, mais c'est plus compliqué que ce qu'on croit. On finit par se demander pourquoi. Et ça nourrit la résignation en plus de la colère. Ouais. Non, vous avez raison, Charles Dornelas, Nathan. Mais ce que je trouve intéressant dans le fait, alors c'est le hasard que ces deux mouvements sociaux soient simultanés, mais qu'en fait derrière il y a presque la même lutte. C'est que ce soit les taxis, que ce soit les agriculteurs, c'est une certaine image de la France qui est défendue. Alors évidemment, dans la vie de l'économie, il y a toujours des professions qui disparaissent. C'est le tragique qui est immanent au capitalisme. Le capitalisme, par définition, se construit sur sa propre destruction en permanence. C'est un monstre qui s'avale tout seul. Zola, dans Le Bonheur des Dames, raconte comment les petits vendeurs des magasins de meubles
règles qui sont séparées disparaissent les uns après les autres par les grands magasins. Mais grands magasins qui sont aussi en France. À la différence des agriculteurs. Exactement. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour les agriculteurs comme pour les taxis, on n'assiste pas seulement à ça. On n'assiste pas à des professions qui disparaissent et on peut se dire c'est tragique, mais c'est le progrès. On assiste à des modèles économiques qui sont aussi derrière des modèles de vie qui disparaissent au profit d'une certaine conception sauvage, effrénée, sans cadre, sans règles, sans âme de la mondialisation. Prenons l'exemple des taxis. En dehors du simple cas que vous avez mentionné des transports médicaux. Ce que vivent les taxis, avec l'arrivée massive des VTC, c'est une tragédie absolue. Parce que derrière le métier de taxi, c'est pas seulement l'achat de la licence, qui est cher, que les VTC n'ont pas. C'est un savoir-faire. Un taxi parisien, par exemple, connaît par cœur, dans sa formation, le nom de chaque rue, de chaque ruelle, de chaque impasse, de chaque carrefour, à n'importe quel endroit de la ville de Paris. Un chauffeur de VTC, sans l'insulter, vous lui demandez où est la Tour Eiffel. Il ne le sait même pas, puisqu'il regarde son GPS. Vous adorez votre... Non. Ce qu'ils entendent. J'exagère pas en disant cela. Le chauffeur de VTC suit son GPS toute la journée, et c'est pas en l'insultant que je dis ça, c'est parce que concrètement, il n'a pas de formation pour faire ce métier. Et le chauffeur de VTC n'a pas d'ailleurs de statut salarial réel. Il est employé d'une entreprise anonyme. On se demande pourquoi on n'a pas des entreprises françaises qui font le travail à la place des entreprises américaines qui se font un argent de dingue sur le transport à Paris. C'est délirant. Ouais. Si vous voulez, pourquoi on n'a pas à la place de l'entreprise dont tout le monde connaît le nom qui commence par U, une entreprise française qui ferait ce travail-là? Rien que ça, c'est quelque chose de symptomatique. Donc le métier des taxis est en train de disparaître gentiment mais sûrement, et derrière c'est tout un rapport au transport qui disparaît. Et c'est pareil pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ce n'est pas seulement la mécanisation du travail agricole. Ce n'est pas seulement l'insertion dans le libre-échange qui doit être défendu avec un cadre. C'est une forme aussi, vous avez parlé de la transposition des règles, on a parlé du Mercosur, c'est une forme d'effacement lent et diffus du savoir-faire millénaire qui est le leur. Et donc je crois que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des revendications qui doivent être défendues, je dirais au-delà de leur légitimité socio-économique, qui doivent être défendues parce que derrière elles, c'est une certaine image de la France, à laquelle, je ne sais pas vous, mais moi je suis très très attaché, qui est évidemment en cause. Ouais. Non, en fait, c'est toute une société. On est en train de tourner la page. C'est toute notre société qui est en train de changer. On voit chaque secteur qui bouge. C'est terrible ce que nous disions tout à l'heure en début d'émission, ce constat. Notre société bascule, et vous avez raison, Charlotte Dornelas. Et c'est vrai que je n'avais pas ressenti ça, mais je pense que les gens sont découragés. Les Français sont découragés. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui que rien ne va. Non, mais surtout, il y a beaucoup d'affrontements qui sont purement idéologiques, loin de toute réalité concrète. Bien sûr que vous avez raison. De la vie difficile. Je prends un exemple sur les agriculteurs, parce que les agriculteurs, c'est assez fascinant. Je rejoins absolument ce que vient de dire Nathan. Et les agriculteurs, ce qui est assez fascinant, on va dire, depuis 1 an et demi, puisque le fond de l'air est urbain, comme avait écrit quelqu'un qui défendait, en l'occurrence, le rapport à la viande. C'était il y a quelques années, peu importe, mais il disait il y a une disparition de la compréhension même du métier d'agriculteur, du rapport à la nature, à la terre et au travail en général d'un agriculteur. Depuis 1 an et demi et depuis la colère, parce qu'on est attaché sans trop connaître le métier, mais il y a un attachement des Français qu'on a mesuré à l'époque. Et depuis, ils enchaînent un nombre d'exemples, mais qui sont une insulte à l'intelligence élémentaire, au principe de non-contradiction, à tout et absolument tout. Et depuis 1 an et demi, ça ne bouge pas. Je prends un exemple, c'est, vous savez, là, dans la colère, en l'occurrence, qui se réactive à l'occasion de l'obstruction promise de la loi qui finalement subit une motion de rejet. Bon, on va suivre ce qui va se passer concrètement. Mais cette loi visait justement à attaquer certaines normes. Or, ils ont pris un exemple, celui de l'insecticide, dont j'ai oublié le nom, parce que je ne m'en sers pas quotidiennement, bon. Et les agriculteurs non plus, puisqu'il est interdit en France. Il est autorisé ailleurs. Il est interdit en France parce que il est jugé dangereux pour les sols, pour les personnes, etc. Très bien. Il est interdit nulle part ailleurs. Quel est le résultat? Par exemple, j'entendais des agriculteurs qui prenaient l'exemple des noisettes. Les noisettes, on savait les produire en France. Cet insecticide est interdit, ça pèse notamment sur les noisetiers. Résultat, est-ce qu'on arrête de consommer de la noisette? Pas du tout. Elle est importée depuis la Turquie massivement, c'est vrai avec plein d'autres exemples. En l'occurrence, la noisette, c'est la Turquie, pays dans lequel non seulement cet insecticide est permis, mais des dizaines d'autres avec. Oui, c'est des incohérences. Et vous avez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste des incohérences, c'est que ça fait 1 an et demi que les exemples de ce genre s'additionnent et on se dit une intelligence de 10 ans et demi
comprend qu'il y a des arbitrages à faire. Qu'il y a des arbitrages et que, en l'occurrence, on peut pas simplement, au nom de l'écologie, expliquer à l'agriculteur qu'il peut pas faire ça comme si on vivait dans un monde fermé et en effet qui n'était pas noyé sous une mondialisation qui est non seulement sauvage mais gérée aussi en dehors de nos frontières par des gens qui se fichent éperdument du début du combat que mènent les écologistes ici. Bon bah ça, il y a en effet aussi une irresponsabilité, une irresponsabilité des responsables politiques qui portent en l'occurrence mal leur nom, qui est absolument ahurissante, mais vraiment. Ouais. Donc moi, qui me fascine quasiment. On en tire tous les mêmes enseignements de ce constat. Nathan, vous êtes d'accord avec Charlotte? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterais que il ne peut pas y avoir de mondialisation sans ce concept de clause ou de condition miroir. Il est juste insupportable d'acheter, et je dis pas ça en culpabilisant le consommateur, parce que souvent ce sont des produits qui sont moins chers, voilà. Mais il est insupportable d'acheter des produits qui ont été faits à l'étranger, avec des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'en France, dans des conditions qui sont parfois insupportables, et de ne pas le faire en France. C'est insupportable pour deux raisons. La première, sur la question des agriculteurs, comment peut-on faire une écologie qui se ferait en excluant et même en allant à l'encontre des agriculteurs, qui sont par principe les hommes et les femmes qui vont porter la transition écologique si elle est portée un jour. Le deuxième exemple qu'il faut prendre, parce qu'il est fascinant, la question de la fast fashion. J'élargis le débat. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, massivement, vous avez des anciens politiques qui peuvent, pour certains, venir travailler dans des entreprises de fast fashion, qui construisent des vêtements, qui produisent des vêtements dans des pays où il y a du travail pour enfants, où il y a des Ouïghours, musulmans en l'occurrence, alors ils intéressent moins que les Palestiniens, mais qui sont mis dans des camps de concentration, qui sont stérilisés dans des camps de travail, des choses qui sont absolument insupportables. Voilà l'image de la mondialisation dans laquelle nous sommes malheureusement aujourd'hui baignés. Face à ça, il serait illusoire de dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'on refuse toute forme de mondialisation ou de libre-échange. Si, mais ça doit se faire avec des conditions qui sont très fermes et qui ne sont aujourd'hui pas assez défendues, en effet, par les responsables politiques. Et je terminerai juste sur une chose, je ne suis pas tout à fait sûr pour dire que la colère a disparu. Je crois que elle se transforme. Je crois qu'elle est moins visible, mais je crois qu'il y a deux blocs idéologiques, à savoir l'extrême gauche et l'extrême droite, où cette colère-là, elle est extrêmement présente et que même si on peut contester l'expression qu'elle prend, elle repose sur des souffrances qui sont réelles, qui sont des souffrances massives, socio-économiques, mentales, enfin pas mentales, mais je veux dire du rapport à la représentation politique. Et ces souffrances-là, il faut les traiter urgemment et il ne faut pas croire qu'elles n'existent pas. Il est 20h44, restez avec nous dans un instant. On va faire quand même un petit tour au Festival de Cannes, c'était quand même la cérémonie de clôture. La Palme d'Or revient à un homme. Ah, ils sont loin de tout ça, ça c'est sûr. Non mais attendez, mais c'est important. C'est Jafar Panahi qui a reçu la Palme d'Or pour un simple accident au Festival de Cannes. Cet homme, quand même, est allé filmer chez les mollahs pour dénoncer Jafar Panahi, dénoncer effectivement les exactions de ce régime. Il a été mis en prison quand même, il a fait de la prison, donc je veux dire c'est une Palme d'Or qui a du sens ce soir. Et on va peut-être en parler dans un instant avec Fabrice Leclerc, qui est journaliste cinéma à Paris Match. Oui, Nathan. J'avais vu son Attention, Nathan, vous avez fait comme ça. Oui, tout petit. Je regarde toute petite remarque. Vous inquiétez pas. L'horloge. 3 minutes 50. Je vous connais. J'avais vu son film précédent qui s'appelait Aucun ours, qui était génial. Et il représente parfaitement la sagesse et la grandeur de la société civile en Iran, qui est un très grand peuple, qui est un peuple éminemment artistique, qui a de la poésie dans son sang et dans son imaginaire, et il le reprend, et donc on est très heureux pour lui. C'est une très belle Palme d'Or ce soir. Oui, alors j'ai pas vu le film encore, mais le précédent était formidable. Mais sur le papier, il est 20h45 sur Europe 1.